Bonjour Marie, comment ça Bonjour va? Salah, ça va très bien et toi? Très très bien, merci. Je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast de Super Indep, donc Freelance et vous. Alors, Je est-ce t'en que prie. tu peux te présenter à nous et nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis TA lead, freelance, donc en mission de RPO pour mes clients. Actuellement, j'accompagne une entreprise, une multinationale dans le secteur de la beauté. Voilà. Ça fait un an que je me suis lancée en freelance. Et je vais parler un petit peu de mon parcours. Donc, en réalité, moi, quand j'ai entamé ma reconversion professionnelle dans les RH, parce qu'avant, je faisais un métier qui n'avait rien à voir. J'étais make-up artiste, donc rien à voir avec ce que je fais Ah, aujourd'hui. d'accord. Euh, et en 2012, donc, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle dans les RH. Et j'avais déjà pour objectif de me lancer en tant qu'indépendante. Parce que moi, j'ai un père qui a monté sa propre société, j'ai pas mal d'indépendants dans mon entourage et j'ai toujours eu pour objectif de travailler pour moi un jour. Mais voilà, avant de me lancer, je voulais faire mes armes, apprendre, me nourrir aussi d'expériences diverses. Et donc, j'ai évolué pendant 10 ans dans des environnements très différents, du cabinet de chasse en passant par d'autres cabinets type RPO, ESN, et puis côté entreprise en mission handicap ou sur des postes plus globaux avec un scope international. Et en fait, D'accord. au fil des ans, cette envie, elle était toujours là. Mais j'avais aussi la peur de me lancer. Tu sais, cette petite voix qui te dit, mais est-ce que tu crois que tu es vraiment prête? Est-ce que tu vas vraiment avoir quelque chose à proposer à des sociétés de plus que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Et puis j'avais mes deux petits loulous, donc mère célibataire, donc on va dire que c'était D'accord. pas forcément la situation idéale Mm. pour le faire. Et puis finalement 2020 est arrivé, 2020-2021. Ça a été des années assez compliquées pour moi, que ce soit au niveau pro ou perso. Donc bon, déjà, il y a eu le Covid, hein, ça on Oui, a tous été impactés avec les confinements, l'école à la maison. Je pense que tous les parents y comprennent la problématique. Toi le premier, j'imagine. oui, Donc ça n'a pas été simple avec l'école à la maison, le travail, et puis niveau perso, j'ai eu un décès dans ma famille, une séparation, etc. Donc c'était une période assez complexe et en fait je me suis effondrée. J'ai fait un burn-out. Je d'accord. trouvais plus de sens ni dans mon métier ni dans ma vie perso. Et c'est là où j'ai eu le déclic en fait. Alors évidemment, ça s'est pas fait aussi simplement que ça. Oui, J'ai j'imagine qu'il y a d'abord, eu un... bah, le burn-out, faut quand même s'en remettre. Mais ça m'a permis de revoir aussi, d'analyser finalement qu'est-ce qui était important pour moi, quel sens je voulais donner à ma vie, que ce soit ma vie perso, ma vie pro. Donc j'ai remis de l'ordre un peu dans tout ça. Et puis j'ai eu la chance d'être contactée pour une mission de 6 mois en RPO. Et je me suis D'accord. dit, c'est maintenant, voilà, lance-toi. Et je me suis Ouais. lancée. D'accord, super. Ce que je voulais te demander, alors tu sais, par rapport à cette petite voix dont tu Oui. parlais, qui te disait, est-ce que tu es vraiment faite pour ça? Est-ce que justement cette petite voix, tu as senti qu'elle a évolué vers quelque chose de positif? Est-ce que c'est toi qui l'as fait évoluer ou alors est-ce que ça a été un cheminement avec toutes les épreuves auxquelles tu as fait face? Est-ce que c'est quelque chose... Je pense qu'en fait, j'étais arrivée, tu sais, face à une étape de ma vie où j'ai dû revoir un peu mes priorités, qu'est-ce qui était important pour D'accord. moi, quel sens je voulais donner à ma vie. Et pour le coup, moi, c'était vraiment tous les domaines de ma vie qui étaient remis en question. Donc, Ouais, et finalement, cette petite voix, elle me faisait peur, mais j'ai décidé d'être moteur en fait et de me lancer. Je me suis dit de toute façon, si je le fais pas,
je pense que je le regretterai un jour. Et il faut aussi savoir prendre des risques et avoir confiance en soi. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui a été un déclic pour moi, c'est que j'ai compris que j'étais ma propre sécurité. Voilà. Ouais. Qu'il fallait faire confiance un peu aussi à ma capacité de rebondir et de pouvoir de toute façon trouver une autre trajectoire si jamais c'était pas une réussite. Bravo à toi en tout cas pour, on va dire pour ce rebond, parce que c'est vrai que après tout ce que tu as traversé, on pourrait dire que tout le monde n'aurait pas forcément la force. Mais bravo en tout cas pour avoir tenu le coup. Alors, tu as évoqué le fait qu'il y avait des entrepreneurs donc dans ta famille. Est-ce que c'est ça alors du coup qui t'a un petit peu motivé à arriver au freelancing? Oui, complètement. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes dans mon entourage proche qui n'étaient pas forcément adaptées au monde du travail et qui ont dû créer leur job et trouver leur place, celle où ils pouvaient vraiment s'épanouir et se développer et être alignés avec qui ils sont. Et voilà, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été, ça a été mon moteur en fait, de me dire finalement, j'ai beaucoup à apprendre, donc c'est important de passer par la case cabinet, entreprise, sans forcément me sentir complètement alignée. Enfin, je me sentais pas forcément à 100% à ma place. Voilà. Ouais. D'accord. Et alors, la question que je voulais te poser après, c'est est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition du recrutement? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si je vais donner une définition. Pour moi, le recrutement, c'est un pilier central. C'est le pilier central d'une entreprise, même si c'est pas toujours considéré comme tel. Mais je suis convaincue que le succès d'une entreprise en fait repose sur ses talents. Donc, pour moi, c'est une fonction qui est très stratégique. Si une entreprise elle n'a pas anticipé les besoins, ou elle a fait de mauvais recrutements, ou n'a pas su retenir ses talents, ça peut avoir un impact direct en fait sur son développement. Donc, c'est vraiment un pilier central. Et puis, le recrutement, pour moi, c'est avant tout la mise en relation des candidats avec des entreprises où ils vont pouvoir s'épanouir. Je dirais que c'est vraiment, pour moi, le point central de mon métier. D'accord, merci. Et par rapport donc à tout ça, c'est vrai que tu as eu une évolution parce que tu as fait un bilan de compétences. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, en fait, qu'est-ce qui a été le point le plus motivant pour passer alors de make-up artiste à recruteuse, chasseuse professionnelle? En réalité, quand je me suis lancée dans cette reconversion, j'avais pas la certitude que ce métier était fait pour moi. Simplement, j'avais une fibre commerciale, j'avais une curiosité naturelle et l'envie. J'ai toujours eu un bon contact, donc pour moi, c'était l'envie de pouvoir peut-être accompagner des personnes et avoir un impact sur leur vie, parce que quand on approche des candidats potentiels qui sont même pas forcément en recherche pour leur proposer une opportunité qui est peut-être leur dream job auquel ils ne pensaient pas forcément, ou on change leur vie quelque part. On leur donne, c'est eux qui font le travail, mais on leur donne quelque part une nouvelle opportunité. Et c'est une étape dans leur vie. Donc, pour moi, je dirais, d'avoir le sentiment que ça impacte directement et la vie des candidats que j'accompagne et la croissance des entreprises, c'est très gratifiant, en fait. C'est motivant, voilà. Ça donne du sens à mon métier. Et c'est pour ça que c'est devenu un métier passion. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais, mais j'avais pas cette certitude-là quand je me suis lancée. D'accord. Alors, pour rentrer plus précisément par rapport à ce que tu dis sur le dream job, par exemple, est-ce que c'est pour toi une des choses maintenant
qui est un axe en fait intéressant quand tu as affaire à des candidats qui sont éventuellement très recherchés sur le marché du travail. Est-ce que c'est une tâche, on va dire, passionnante pour toi, plus que les autres? Bien sûr. Je considère chaque recrutement, quelque part, c'est un projet. Et c'est très intéressant, tout l'aspect. Alors, je sais que le sourcing, par exemple, c'est pas la tâche préférée de beaucoup de recruteurs. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je considère vraiment ça presque comme une enquête, finalement. Voilà, partir à la recherche des profils qui peuvent correspondre à un poste bien spécifique pour comprendre réellement le poste, quelles sont les attentes de l'entreprise, et ensuite échanger avec les candidats, quelles sont leurs propres attentes, comment ils veulent faire évoluer leur carrière. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire les défis que tu as dû relever quand tu as commencé? Est-ce que tu En peux tant nous que en parler un freelance, petit peu? oula, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Alors, c'est vrai que le premier gros défi, ça a été tout l'aspect administratif. C'est là où j'ai découvert Super Indep, d'ailleurs. D'accord. Vous m'avez beaucoup aidé parce que bah, c'est quand même pas évident quand on veut se lancer. Alors, quel statut choisir? Est-ce que c'est une micro-entreprise, une SASU, une URL? Comment ça fonctionne? Tout l'aspect facturation, TVA, URSSAF. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui est quand même. Je pense que ça peut rebuter pas mal de personnes. Ça peut faire peur. Et c'est vrai que moi, au début, je me suis dit, oh là là, mais j'aime pas du tout l'administratif. Comment je vais gérer ça? Et heureusement que j'ai été bien accompagnée. Après, ça a été d'intégrer que je n'étais plus salariée, mais à Ouais. mon compte. Comme j'ai enchaîné les deux, en fait, là, au début, c'était un peu compliqué. J'étais un peu... déjà, de facturer à la journée, en fait. C'était la grande Oui, nouveauté. ça change Ça la change, donne. ça change complètement. En fait, chez moi, ça a provoqué deux choses. Déjà, j'avais la sensation de devoir en faire plus. Euh, D'accord. Ça me perturbait de facturer un montant quand même. Voilà, on connaît la valeur de l'argent, on facture un montant qui correspond à notre profil et à notre seniorité, mais ça reste, moi, ça me perturbait. Oui, Euh, j'imagine. et puis, à contrario, en fait, bah, ça me semblait impossible de poser un jour de congé, par exemple. Oui. Euh, Parce que bah, quand on est freelance et qu'on ne travaille pas, on n'est pas payé. Et donc, moi, quand je travaillais pas, j'avais la sensation de perdre du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, voilà, il m'a fallu du temps pour trouver mes marques, comprendre que bah, en fait, le temps non travaillé, ce n'était pas une perte, mais au contraire, un moyen de me reposer, d'être plus performante. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré aujourd'hui. Euh, et après, je parlerai aussi de l'isolement. Ouais. Attention à l'isolement. Oui, Euh, ça peut avoir un impact aussi surtout Bah, quand on se lance parce on a un petit peu la tête dans le guidon et donc on regarde pas complètement. forcément, on fait plus trop attention à autre chose. Donc, est-ce que ça C'est a été le clair. cas? Oui, enfin moi, c'est vrai que on peut très vite se retrouver à travailler de 7 heures le matin à pas d'heure le soir, sans sortir de chez soi pendant des Ouais. jours. Et non, ça sent pas du tout le vécu. Mais c'est vrai que on parle beaucoup de liberté dans le freelancing, et c'est vrai, mais je pense qu'on y reviendra après. Mais euh, le freelancing, il faut faire attention aussi à pas tomber dans l'effet inverse, où il y a ce côté très stimulant, où on travaille pour soi, on est hyper investi, mais justement, on peut se perdre aussi là-dedans et finalement travailler d'arrache-pied et s'épuiser. Donc, voilà. Oui, alors c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, donc le fait de facturer à la journée, hein, donc un TGM qui est plutôt assez élevé. Alors c'est vrai qu'il faut savoir en fait jauger et puis juger
Se dire, par exemple, si je facture tant, ça va me permettre éventuellement de travailler 4 jours sur 5 ou 3 jours sur 5 éventuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous avez de l'expérience et si vos clients ne bronchent pas, hein, bien évidemment, parce que ça dépendra surtout d'eux. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, surtout par rapport à cette organisation-là, parce que ça permet aussi comme tu disais, de se reposer, parce que je pense que quand on est freelance, on a vraiment tendance à tout donner, hein, plus que quand on est salarié peut-être. Alors du coup, ça met un petit coup de pression. Et je pense que, comme tu le dis, et je pense que c'est important en fait de prendre en compte que dans le TJM que l'on demande et que l'on facture, il y a aussi nos congés, il y a aussi toutes les charges qui vont, annexe, toutes les charges annexes, et ça peut représenter un coût important. Donc voilà, faut prendre conscience de ça. Et justement, il faut calculer son TJM en fonction de l'organisation que l'on souhaite avoir. Est-ce qu'on veut travailler 5 jours par semaine? Est-ce que c'est 4 jours, 3 jours? Est-ce qu'on veut prendre 3 semaines de vacances par an ou 2 mois? Après, chacun s'organise comme il le souhaite, mais il faut que tout ça, ça rentre en compte. D'accord. Et alors, pour les ressources qui t'ont aidé au départ, donc mis à part le bilan de compétences, Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ressources que tu as utilisées pour commencer? Bien sûr. Alors moi, j'ai choisi de me faire accompagner au maximum dès le départ pour être entourée. Voilà, ça me rassurait. Et puis, j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Attention, faut pas te planter. » Voilà, donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, je préférais être accompagnée par des personnes dont c'est le métier pour me concentrer sur mes missions. Donc pour tout ce qui était tous les aspects liés à la création de mon statut, à l'admin, donc je suis passée, j'ai découvert Super Indep, ce qui a été un grand soutien pour moi avant de démarrer, et puis aujourd'hui ça l'est encore parce que non seulement j'ai été très bien conseillée pour la création de ma micro-entreprise, je sais que je vous avais contacté avant de me lancer justement pour poser plein de questions, savoir un petit peu ce qui m'attendait, et j'avais eu plein de bons conseils. Et puis après, on m'avait accompagnée pour la création de ma micro-entreprise, ce qui m'a permis aussi d'économiser pas mal d'argent parce que finalement, ça m'a permis d'éviter des erreurs que j'aurais probablement faites par mes connaissances, comme par exemple savoir que je pouvais demander l'impôt libératoire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais versement libératoire. C'est ça. Je n'en avais jamais entendu parler. Voilà. Mais ça, quand on remet ça sur 1 an de chiffre d'affaires, c'est quand même extrêmement intéressant. Oui. Donc ça peut donner un bon coup de pouce et un bon coup de boost quand on démarre. Et puis après, au-delà de ça, ça rassure d'avoir un conseiller qui peut répondre à toutes les problématiques que l'on peut rencontrer. Je sais que je t'ai envoyé pas mal de textos en mode ça là, il y a ça, est-ce que je fais quoi? Est-ce que tu peux m'aider? Et tu répondais toujours de manière hyper réactive, tout comme quand j'ai eu mon problème de facturation où le cabinet voulait pas me facturer la TVA et voulait pas me payer la TVA. Et ce qui était quand même problématique. Et c'est vrai que toi, tu as pu leur passer un coup de téléphone, leur expliquer la situation et débloquer justement cette problématique. Et ça a été réglé très vite. Et ça m'a évité pas mal de tracas. De tracas, c'est ça. Et alors, au-delà de Super Indep, est-ce qu'il y a une ressource, tu sais, qui t'a vraiment aidé? Alors là, vraiment sur le sujet de la RH. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un blog. Est-ce qu'il y a cette ressource en fait qui fait que tu serais peut-être pas là où tu en es aujourd'hui? Pas forcément. Alors c'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté pas mal de podcasts de femmes entrepreneurs. J'ai écouté pas mal d'émissions, tout ce qu'on peut trouver finalement aujourd'hui dans les médias, que ce soit sur Spotify, sur YouTube. Donc je me suis un peu nourrie de tout ça. Après j'ai aussi, moi j'aime bien aller au contact
Donc, j'ai aussi beaucoup échangé avec des personnes freelance, avec des entrepreneurs. J'ai rencontré des personnes en or qui m'ont conseillé, qui m'ont soutenu. Je pense évidemment à mon conjoint qui lui-même avait créé sa société. Donc, voilà, il a pu m'apporter plein de bons conseils. Et puis, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont très bien conseillé, avec beaucoup de bienveillance. Des personnes comme par exemple Olivier Cross qui a fondé, qui dirige Skills, qui est un cabinet de RPO, ou par exemple une de mes premières collègues en mission, Isabelle Sourati, qui est freelance comme moi, qui m'a apporté plein de conseils et de soutien. Et puis après, j'ai aussi travaillé, c'est-à-dire que dans les ressources qui m'ont aidée, je sais que je me suis aussi entourée, par exemple, d'une consultante en stratégie de la communication pour m'accompagner les premiers mois. Mélissa Osmani, qui a été super, qui était pleine d'énergie, une jeune entrepreneur comme moi, elle s'était lancée depuis pas très longtemps. Et je pense que c'est important de créer son réseau, de pouvoir échanger, parce que pour rebondir justement sur le côté un peu solitude, enfin voilà, on peut se retrouver très vite seul chez soi, à se dire bon bah qu'est-ce que je fais, voilà, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que soi ou qui ont de l'expérience, une expérience solide, bah, ça nous aide. Ils peuvent, eux, nous donner leurs conseils, leur retour d'expérience, et c'est un vrai soutien. Oui, ça trace un petit peu tes pas, et du coup, tu n'as plus qu'à les suivre. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'en discutais justement hier avec des personnes, et on parlait justement du fait que quand on démarre, c'est quand même plus rassurant de demander donc à des experts, des spécialistes du domaine pour être sûr de pas commettre de grosses bourdes, et puis d'en tirer les meilleurs conseils. Exactement. Et puis quand on se lance, on a plein d'interrogations. C'est toujours compliqué, même par rapport au TJM, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent à souvent facturer des TJM très bas pour essayer d'attirer des clients, mais malheureusement, en fait, ils les repoussent parce que les clients se posent la question de savoir si cette personne est vraiment efficace. Donc oui, il y a vraiment, la question du TJM, elle est vraiment. Elle revient souvent, je pense. Ça revient souvent, oui, et puis même avec des personnes qui ont de l'expérience. Alors là, je vais parler de mon cas, mais une fois, j'avais fait une mission. Et donc, j'avais un certain TJM et ça me suffisait, hein, je demandais pas plus. Ça me convenait parfaitement. Et donc, pendant cette mission, le responsable me dit, mais est-ce que tu sais combien facturait la personne précédente? Et je dis, bah non, mais en même temps, ça m'intéresse pas vraiment parce que je sais pas si c'est approprié de savoir combien elle facturait. Et il me dit, t'es sûr? Je dis, bah oui, je suis sûr. Donc, il insiste quand même pour me dire le montant. Et c'était quasiment le triple de ce que de mon TJM. Ça fait une grosse différence quand même. Oui, alors ça fait une grosse différence. Et alors du coup, j'étais un petit peu interloqué, on va dire. Je me suis dit, il y a peut-être un souci, non? Bon, alors c'est vrai qu'il m'a cité le nom du cabinet, chez qui le consultant précédent travaillait. Mais je me suis dit, alors, il y a peut-être un problème parce que vous me faites intervenir parce que ce consultant-là, vous l'avez payé et en fait, il n'a pas fait le job correctement. Donc, il y a vraiment un souci en fait parce qu'il y a des personnes qui facturent énormément et qui en réalité n'apportent pas de valeur ajoutée. Et je me dis, il vaut peut-être mieux facturer ce qui est juste. Alors, pour nous-mêmes en tant que freelance et pour le client aussi, plutôt que de viser très haut et au final n'apporter aucune valeur et surtout se faire lâcher en cours de mission ou autre. Alors je trouve que oui, mais je pense que c'est très important et ça fait partie vraiment des choses qui sont prioritaires quand on se lance. C'est de faire un peu une étude de marché, savoir exactement dans quelle fourchette se positionner. Après, ça peut être fluctuant, hein, je veux dire.
On peut dire, je sais pas, enfin peu importe, mais donner une fourchette un petit peu large sans que ce soit trop large non plus, et dire moi mon TJM c'est entre temps et temps, en sachant que le minimum de la fourchette c'est vraiment le minimum que l'on souhaite pour soi, mais il faut être aligné avec le marché. D'autant plus si on a des compétences particulières, si on commence à avoir une certaine seniorité, il faut avoir conscience aussi de sa plus-value, de ce qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise et des problèmes que l'on va pouvoir résoudre chez nos clients justement. Et ça a un prix. Je pense que c'est aussi une des problématiques quand on se lance, c'est prendre conscience de sa valeur sur le marché et facturer au juste tarif, en fait. Oui, alors clairement, oui, il faut vraiment pas hésiter là-dessus. Comme tu dis, déjà faire une petite recherche, à savoir sur ce qui se pratique, et après, voilà, facturer justement pour pouvoir gagner sa vie, et comme on disait aussi précédemment, pour pouvoir profiter de la vie, mine de rien, parce qu'il n'y a pas que le travail. Alors j'y viens justement, je vais te poser la question des avantages du freelancing pour toi, c'est quoi? Oui, alors c'est d'abord le fait de réellement driver sa carrière, d'être aux commandes, de prendre des décisions qui nous impactent directement. Voilà, si quelque chose se passe mal ou si on prend une mauvaise décision, y a personne d'autre que nous-mêmes que l'on peut blâmer. Je dirais que être indépendant, c'est être vraiment responsable à 100% de ce qui nous arrive au quotidien. Mais c'est également vrai pour les réussites. C'est quand on y arrive, quand on réussit, je trouve que c'est d'autant plus gratifiant parce qu'on sait que notre succès, finalement, il repose que sur ce que nous, on a entrepris, sur notre travail. C'est très valorisant. Ça donne une plus grande liberté. Et puis, pour moi, c'est aussi le fait de choisir les clients que je vais accompagner. C'était un des points qui était important quand je me suis lancée. Même si, voilà, je dis apprendre avec des pincettes aussi parce que quand on est freelance, on n'a pas toujours le choix non plus. Mais moi, pour le moment, je sais que j'ai eu beaucoup de chance et j'accompagne une entreprise dans laquelle je me sens très très bien, où je m'éclate au quotidien et je suis ravie de pouvoir les accompagner. Donc, pour le moment, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Après, on parle beaucoup de liberté, la liberté que l'indépendance peut apporter. Et c'est vrai, même si je pense qu'il faut bien prendre conscience que d'être à son compte, c'est pas de tout repos. Certes, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Alors certes, on décide de son rythme et potentiellement de son lieu de travail. On peut effectivement poser ses conditions quand on démarre une mission, dire moi voilà, je veux travailler sur 4 jours, je veux être en remote, etc. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être accepté par le client. Donc après, ça dépend aussi, je pense, des opportunités que l'on a. Et voilà, c'est pas non plus toujours. On a des comptes à rendre en fait en tant qu'indépendant. On a des comptes à rendre à nos clients, donc c'est quand même une grande responsabilité. Mais après, voilà, moi je sais que par exemple, je suis partie travailler de Rome pendant plusieurs jours et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Après. Je dirais qu'un des avantages aussi, un des derniers points, et pas des moindres, c'est quand même aussi l'aspect financier. Après, ça dépend évidemment de l'activité, du TJM, de notre rythme de travail. Et puis, il faut être vigilant avec l'URSSAF, la TVA, les impôts, tout ça, si on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Mais forcément, je pense que le fait d'être indépendant, ça permet d'avoir aussi une meilleure rémunération quand ça fonctionne bien. Mais il faut bien gérer aussi ses finances. Oui, c'est très important pour éviter de se retrouver dans le rouge et donc d'oublier de payer ses cotisations. Exactement. Et donc, soyez prudents avec
faut être vigilant. Et puis après, il y a tout. Tu vois, quand j'expliquais par exemple que moi, je me suis entourée, que j'ai engagé une consultante en stratégie de la communication, j'ai engagé une graphiste, j'ai travaillé avec Super Indep, mais tout ça, ça a un coût. Donc, c'est aussi une décision. Voilà, on prend la responsabilité finalement d'allouer une partie de son chiffre d'affaires pour ces choses-là. Oui, c'est un investissement et qui vaut le coup, en tout cas pour bien démarrer. Oui, en tout cas, c'est mon opinion, mais Alors du coup, là, je vais te demander, c'est quoi la pire erreur que tu as commise en tant que freelance? la pire erreur, il y en a eu quelques-unes aussi. Je dirais au départ vouloir être sur tous les fronts. Parce que justement, je me suis lancée, j'y ai mis toute mon énergie, je me suis investie à 200%, j'étais devant mon PC à 7 heures tous les matins, je prenais limite le temps de déjeuner, enfin voilà, j'étais tu vois, des journées à rallonge, j'étais vraiment hyper investie et je me rendais pas compte que ma santé, elle en prenait un coup. Voilà, j'étais tellement investie et heureuse de m'être lancée. J'étais dans une très bonne dynamique, mais il faut être vigilant. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne manière de procéder. Je pense que j'avais un peu peur aussi de pas réussir, donc j'ai vraiment tout donné. Et puis, la fin de ma première mission est arrivée et je me suis sentie vraiment épuisée. J'ai compris en fait que pour réussir dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est un marathon, c'est pas une course et c'est important de prendre soin de soi, d'accepter de prendre du temps pour moi, de poser des jours de congé, de prendre une vraie pause déjeuner. Ça peut paraître anecdotique, hein, mais je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand on se lance et on peut très vite se retrouver à rester chez soi, à être devant son PC de 7 heures du matin à pas d'heure le soir et puis de se dire en fait j'ai pris un quart d'heure pour manger et je suis même pas sortie et les jours se suivent et finalement tu dis bon peut-être qu'il faut que je vive ma vie quand même, il n'y a pas que le travail. Donc moi j'ai accepté de prendre des jours de congé, de prendre des vacances, j'ai investi aussi tu vois, dans du meilleur matériel, des accessoires auxquels on pense pas forcément, mais des supports de PC, tu vois, pour mieux me positionner, être bien installée. Et puis surtout, le week-end, j'ouvre pas mon PC. Mon PC, il est fermé. Je travaille pas. Donc coffre-fort pour éviter toute tentative d'envoi d'email. Exactement. D'accord. Donc je pense que pour moi, ça a été ma pire erreur. Voilà, me dire que il fallait que je donne tout et que ma santé finalement, elle était au second plan. Non, parce qu'en fait, quand on est indépendant, tout repose sur nous. Donc, si on est malade ou en mauvaise santé, forcément, ça va pas bien fonctionner. Mais voilà. Après, moi, je viens de clôturer ma première année, donc je suis un petit padawan dans l'univers du freelancing. Donc, on va dire que c'est déjà pas mal parce que tu es toujours en activité et tu es toujours debout. Donc, on va dire que ça va. Oui, ça va très bien. Oui. Non, mais c'est important ce que tu dis par rapport aussi tu sais, savoir couper, savoir s'arrêter par rapport à des pauses de repas, aller marcher, par exemple, ne serait-ce qu'une petite demi-heure pour s'aérer un petit peu l'esprit. Ça peut changer la donne vraiment et trouver aussi des moments de repos qui font que on va pouvoir donc être vraiment en forme et bien dormir la nuit aussi pour éviter donc de se réveiller. Alors de pas se réveiller, du coup si on dort mal. Déjà. Et puis de bien se réveiller si voilà du coup si on a pris le temps. Mais c'est vraiment important ces petits moments qui nous paraissent des fois on se dit bon c'est rien, c'est juste un repas. Sauf que voilà c'est vraiment un moment en fait qu'il faut respecter, je pense. Tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment déterminer ce qui est important pour soi et de prendre ça comme... en fait, il faut se dire que
même si on a envie de s'investir, même si on pense à notre activité à chaque minute qui passe, finalement, prendre une heure pour aller marcher, pour faire un cours de yoga qu'on a envie de faire, ou que sais-je, peu importe, mais quelque chose qu'on a envie de faire, qui est juste pour nous, bah, ça nous permet aussi de déconnecter, de nous faire du bien et d'être finalement plus efficace dans notre activité. Oui, clairement, oui, clairement. Et alors, quelles sont les compétences que tu as acquises et qui ont contribué un petit peu à ton succès, on va dire, cette dernière année, et que tu n'avais pas, bien sûr, avant de commencer? C'est pas difficile de répondre à cette question. Je dirais que l'entrepreneuriat, en fait, ça nous transforme dans le sens où on devient vraiment un couteau suisse. On a plusieurs casquettes. Je veux dire, on est notre propre, enfin, on devient finalement chef d'entreprise. On est responsable de nous-mêmes, de notre activité. On est un peu business développeur et puis on est un peu chargé de com. Et puis on est un peu comptable sans être vraiment comptable, mais finalement on doit avoir un regard un peu sur bah, tout ce qui tout ce qui fait le fonctionnement de notre micro-entreprise. Et donc, c'est intéressant. Bon, je dirais que ça m'a apporté, cet aspect-là. Après, je pense que ça m'a permis de gagner vraiment beaucoup plus de confiance en moi. Ça m'a permis de grandir et ouais, d'être beaucoup plus confiante sur ce que je peux apporter aux entreprises, sur mes compétences professionnelles finalement, même si on sait qu'on travaille bien et que jusqu'à présent, on a un parcours qui se passe bien. Mais je trouve que quand on est indépendant, le fait d'avoir un rôle d'accompagnement, de conseil et d'avoir un retour direct de nos clients qui nous payent justement pour ça. Et bah, c'est ce qui permet aussi de gagner en confiance, de dire bah, voilà, vraiment, je sens que j'apporte quelque chose. Ils sont contents de mon accompagnement, ils me font éventuellement évoluer sur d'autres missions. Et c'est ouais, je dirais, pour moi, ça a été très, très important et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ça m'a permis de gagner en confiance et puis de me dire que finalement, ça m'ouvre aussi des perspectives différentes. Voilà. Ouais. Quel sens j'ai envie de donner à ma carrière après D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une journée typique pour toi? Alors, avec le petit déjeuner, puisque tout à l'heure, tu disais que tu te levais quand tu as commencé, donc sans petit déj. Bah, j'ai pas vraiment de journée typique, d'autant plus que je suis actuellement sur une mission de RPO qui est très très prenante. Donc, je dirais que généralement, je vais me lever, prendre mon café. Et en fait, bon, je dis pas que c'est la chose à faire, mais moi j'ai l'habitude d'ouvrir mon PC quand je me réveille pour regarder un peu les urgences, les mails qui sont arrivés la veille au soir, enfin, reprendre mon planning et voir un petit peu, revoir mon planning de la journée. Et puis déjà faire ma liste de prio pour la journée, en tout cas, ou la modifier si besoin. Et puis après, bah, de me préparer et puis et de me lancer. Donc c'est vrai que c'est pas des journées particulièrement. C'est vrai que bon, je travaille beaucoup. Après, aujourd'hui, je m'impose de prendre une pause déjeuner d'1 heure le midi pour vraiment déconnecter. Et c'est 1 heure où je vais généralement cuisiner. Je vais éviter justement les erreurs que j'ai commises au départ de commander à manger ou non, je m'impose de me cuisiner quelque chose, de prendre ce temps-là, de prendre le temps de manger
tout en écoutant un podcast, une vidéo ou en regardant une série, je sais pas, n'importe quoi, enfin ce qui me fait envie sur le moment. Et puis après, je me remets au travail et j'essaie d'aller marcher une demi-heure au minimum le soir. D'accord. Voilà. Après, j'essaie d'intégrer le sport à mon planning. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. il faut, c'est important. C'est pas une grande réussite pour le moment. Et pour en avoir discuté avec beaucoup d'indépendants, c'est vrai que ça faisait partie des résolutions du mois de janvier. On était beaucoup à dire bon, ça suffit, il faut qu'on se remette au sport parce que là, on a pris du poids, ça va pas. Je crois qu'on est beaucoup en janvier à prendre la résolution du sport, mais je crois que malheureusement, Oui. ça doit être la résolution la plus abandonnée. Je pense qu'on est nombreux, mais en même temps, quand tu es indépendant et que tu travailles de chez toi parce que tu es en remote, ça amplifie en fait. Ouais. C'est vrai que oui, c'est pas forcément évident si on est assis toute la journée. Alors là, il faudrait avoir une salle de sport à domicile. C'est un autre sujet, mais À pour Paris, c'est aménager. quand même pas évident. La Oui, oui. salle de sport à domicile, c'est pas simple. Donc, Non, c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, oui, là, ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à l'organisation tout à l'heure. C'est vrai que voilà, il faut trouver des moments en fait donc pour soi et c'est pas toujours évident, même si on essaye de poser des congés. Voilà, il faut essayer de bouger et c'est pas toujours facile avec avec les journées chargées, on va dire. c'est ça. Et ensuite, je voulais te demander si tu avais déjà eu un mentor. Alors, j'ai jamais eu de mentor réellement. Après, je sais que dans mon ancienne entreprise, justement, quand j'ai fait mon burn-out et que je traversais une période assez compliquée à gérer pour moi, puisqu'il y avait le perso qui se mêlait au professionnel, j'avais recruté une cadre RH en fait dans l'entreprise qui était aussi qui avait aussi une casquette de coach qui était une femme formidable et j'ai été la voir je lui ai demandé si elle serait d'accord pour me coacher en fait. Alors on peut pas vraiment parler de mentorat mais l'idée c'était surtout qu'elle m'aide un peu à me réaligner avec moi-même avec ce que je souhaitais Ouais. faire, quel sens donner à ma carrière. Et elle m'a aussi aidée sur le plan perso. Donc, je sais elle m'a énormément fait de bien. Elle m'a beaucoup aidée. Donc, et d'ailleurs, je recommande vivement aux personnes qui ont la possibilité soit d'avoir effectivement quelqu'un un mentor ou quelqu'un qui a une casquette de coach, de pouvoir se faire accompagner parce que parfois on en a besoin, ça nous fait du bien, ça nous permet de voir les choses de manière un peu plus claire et, euh, et d'avoir aussi le retour d'une personne qui a de l'expérience, du vécu et un regard peut-être différent sur les problématiques que nous, on peut rencontrer. D'accord, oui, donc et alors, est-ce que tu es resté en contact avec cette personne? Est-ce qu'elle a pris Bien des sûr, nouvelles après pour bien savoir un sûr. petit peu Oui, justement on est toujours en contact. D'accord. Euh, donc voilà, après c'est plus dans le cadre du Ouais, coaching, mais on est resté en contact d'accord, à titre personnel. très bien. Et alors là, je reviens du coup sur les journées que tu passes. Comment est-ce que tu fais pour optimiser ta productivité et puis ne pas justement te laisser distraire par des notifications ou autre, par exemple? Alors moi, en fait, j'organise mon agenda, c'est-à-dire que j'ai des plages horaires de mon agenda qui sont réservées aux tâches, à des tâches bien spécifiques. Et D'accord. ça me permet en fait, et c'est des récurrences, c'est-à-dire que je sais que par exemple le lundi matin va être euh, consacré à du sourcing ou à des activités plus admin. Euh, et j'accepte aucun meeting le lundi matin, par exemple. Voilà. Je pense que l'organisation et la gestion de son agenda, c'est vraiment la clé pour
pour optimiser son travail au quotidien. Et puis après, je me mets, quand vraiment j'ai besoin d'être focus sur certaines tâches, je me mets en Do Not Disturb et je coupe tout. D'accord. Et alors, cette habitude alors donc de pas de réunion le lundi matin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a vraiment... Bon, c'est moi, en fait, c'est moi qui ai déterminé le planning que je souhaitais avoir et aussi en fonction par exemple, le mardi, le mercredi ou le jeudi, je sais que j'ai des réunions qui sont importantes chez mon client. Je sais que c'est là où, justement, je vais caler un maximum d'entretiens, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment... je pense que chacun doit réfléchir à sa propre organisation et à comment on a envie de travailler, comment on se sent plus efficace. Voilà, et moi, les réunions le lundi matin, c'est pas mon truc. Donc, je trouve que tu reviens le week-end, tu as besoin de vraiment reprendre tous tes dossiers, refaire le point, voir les retours éventuellement candidats que tu as eus, continuer ton sourcing, enfin, contacter d'autres candidats. Enfin, voilà, pour moi, le lundi matin, c'est la nuit. C'est sacré. C'est sacré. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils professionnels qui te facilitent un petit peu la vie au quotidien? Alors, ça peut être une application, ça peut être un site. Les outils quotidiens, je dirais que il y a plein de choses, hein, mais il y a par exemple Notion ou voilà. Après, moi, j'ai pas d'outils spécifiques à donner. Après, il y a des outils dans mon travail en tant que recruteuse, j'en ai, mais après, ça dépend aussi de chaque client. Tous les clients n'utilisent pas les mêmes outils. Ouais. Et quand tu es en mission de RPO, justement, bah, tu travailles avec les outils du client chez qui tu es placé. Donc voilà, après, il y a plein de choses qui peuvent faciliter le quotidien, comme Calendly, comme tu vois, en fait, automatiser peut-être les tâches qui sont les plus chronophages et qui peuvent nous prendre du temps et essayer de se simplifier au maximum la tâche. Après, tu vois, moi, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, alors c'est pas un outil, hein, mais ça, c'est plus quelque chose que je m'applique à moi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance, en tout cas en France, c'est vrai que je travaille à l'international, donc je vois que dans les autres pays, ça fonctionne pas de la même manière. Mais en France, on a tendance à faire beaucoup de réunions pour finalement pas grand-chose. Et moi, je pars du principe que si un mail, ça peut résoudre... un échange de mails, ça peut résoudre la problématique, il n'y a pas de réunion. Oui, c'est ce qu'on appelle la réunionnite. C'est vrai que ça peut être problématique. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article LinkedIn à ce propos sur la manière d'organiser les réunions justement pour que ce soit pas un moment déprimant en fait. Donc ceux qui sont intéressés éventuellement pour savoir comment organiser ces réunions, c'est intéressant. Visiter donc les articles LinkedIn que j'ai écrits. Ça permet vraiment en fait d'aller à l'essentiel tout simplement et puis de pas en organiser une toutes les 2 heures comme certains aiment faire. Donc voilà. Économisons notre temps. Exactement. Voilà. C'est du temps que finalement, voilà, même si c'est toujours plus agréable peut-être d'échanger de vive voix, mais finalement c'est du temps qu'on passe. Enfin, c'est quand même épuisant d'avoir des réunions toute la journée pour finalement pas dire grand-chose. Donc je pense que voilà, bon, ça fait partie des astuces que j'utilise au quotidien. Eh ben, merci pour cette astuce. Alors ensuite, je voulais te demander quel est le mythe le plus répandu à propos du recrutement des ressources humaines? Le mythe? Oui. Le mythe, alors, je dirais que dans le recrutement, on n'a pas forcément... on a souvent l'image du recruteur un peu à l'ancienne qui finalement décide de si oui ou non le candidat va avoir le poste. Mais pas du tout.
D'accord. En fait, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que le recruteur, quand il fait passer un entretien, généralement, c'est déjà parce que enfin, normalement, si le recruteur a fait correctement son boulot, s'il vous contacte, c'est parce que il pense que votre profil peut correspondre au poste qu'il doit pourvoir. Mais c'est pas nous qui sommes décisionnaires. C'est-à-dire que c'est le manager recruteur, ce qu'on appelle les hiring managers, qui réellement va dire oui ou non, est-ce qu'on avance ou pas avec un profil. En fait, la décision, elle n'est pas dans les mains du recruteur. Nous, on est vraiment là pour faire la mise en relation entre Ouais. les candidats et les managers et les entreprises. Voilà, je dirais que ça, c'est un mythe qui a la dent dure. Le recruteur qui a un pouvoir réellement décisionnaire ou qui va avoir une attitude un peu dominatrice face aux candidats. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Hein, ça, malheureusement, je sais que ça existe et j'ai moi-même été candidate un certain nombre de fois. Donc, je l'ai vécu. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est révolu tout ça. Ça n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a toute une nouvelle vague de recruteurs dont je fais partie qui prônent un recrutement bienveillant et qualitatif, qui soit vraiment centré autour de l'humain et beaucoup plus dans l'accompagnement. Et d'ailleurs, moi, en tant que recruteuse, j'estime que je suis autant au service des candidats que au service des entreprises pour lesquelles je travaille. Voilà, alors oui, on peut décider de ne pas poursuivre avec un candidat, mais ça ne veut pas dire que le profil du candidat en question n'est pas intéressant ou ne pourrait pas correspondre au poste. C'est plutôt parce que nous, on va avoir aussi la vision de l'équipe, du manager, et que potentiellement, on a décelé chez le candidat peut-être des points de personnalité où on sait que la personne, ça va pas coller, elle va pas s'épanouir, et on n'est pas là pour placer un candidat qui 6 mois après va être en situation d'échec parce qu'il va se sentir mal. Et ça, pour moi, ce serait un échec justement, d'avoir quelqu'un qui me dise Marie, le poste, ça va pas du tout, je me sens pas bien dans l'équipe. Voilà. Pour moi, ça, c'est un mauvais recrutement. D'accord. Et par rapport à ce que tu disais sur la bienveillance, est-ce que l'empathie a un rôle important dans la prise de décision, alors autant par rapport aux candidats que par rapport donc aux sociétés qui recrutent? Alors, est-ce que tu peux définir un peu plus ta question? Parce que je pense que l'empathie, elle est très importante lors de l'entretien pour vraiment comprendre les attentes du candidat. Mais après, est-ce que tu peux définir un peu plus Alors, je sais pas, mais par exemple, si tu as une personne qui est candidat et puis tu as un entretien, donc le fameux lundi matin, par exemple, tu as un entretien avec ce candidat ou candidate et puis, je sais pas, tu sais, dans un moment de stress, par exemple, elle est un petit peu angoissée par rapport à tout ça, elle a du mal à répondre à tes questions, alors qu'il se pourrait qu'elle ait les compétences pour le poste. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça ou par rapport à d'autres situations qui font que, étant donné, comme tu disais, que tu as aussi candidaté, Oui. et est-ce que alors, tu mets en pratique certaines choses alors soit pour mettre à l'aise les candidats, soit pour essayer de faciliter les entretiens? Alors moi, je prône la bienveillance et l'empathie. Et pour moi, un entretien, c'est avant tout un échange. Je suis là pour comprendre le parcours de la personne et pour comprendre ce qu'elle recherche. Si je suis face à quelqu'un qui est stressé, je vais essayer de détendre la personne justement en étant peut-être, tu vois, en ayant une approche justement bienveillante, en posant des questions de manière douce et en ouvrant le dialogue pour que la personne, finalement, elle se déstresse un petit peu et que après on puisse
rentrer dans le vif du sujet et vraiment communiquer. Après, moi, j'ai été confrontée un certain nombre de fois à des candidats parfois qui se mettaient à pleurer parce qu'ils étaient justement l'entretien, c'est toujours très stressant, c'est une étape qui est pas facile. Parfois, on est face à des candidats qui sont en recherche depuis plusieurs mois, qui sont un peu démotivés, qui perdent confiance dans leur capacité. Et puis moi, j'ai aussi travaillé en mission handicap, donc c'était encore complètement différent, mais j'étais face à des profils qui étaient en situation de handicap. Donc, tu vois, c'est encore une autre approche, parce que faire un entretien à quelqu'un, par exemple, qui est malentendant ou muet, par exemple, tu vois, c'était... en fait, ça m'a aussi appris, ou qui ont des parcours de vie très difficiles, ça m'a appris à justement établir une relation de confiance et communiquer. Moi, je pense que c'est important. Et puis après, j'essaie de les rebooster aussi, de leur redonner de la motivation, de voir avec eux les points forts de leur parcours, de leur dire, de leur donner des conseils sur comment se présenter, comment. Je pense que voilà, on a tous besoin parfois, on a tous eu des moments de doute, des périodes où ça va moins bien, et d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous conseille, ça peut faire la différence. Voilà. Donc après, j'ai pas de conseils spécifiques à donner. Je pense que c'est avant tout le dialogue, la communication et l'empathie justement et l'écoute active. D'accord, bah merci pour ce pour ce retour-là. Je trouve que c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir ce regard en fait sur les deux parties, hein, donc le candidat, mais aussi la société qui recrute. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet aussi de mieux comprendre du coup le travail que tu fais chaque jour. Alors après, ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a un challenge en ce moment dans ton activité et comment est-ce que tu y fais face? Alors un challenge, ça fait un bon moment qu'on parle de la guerre, des talents. Oui. Je pense que on a et je fais partie de cette vague de personnes qui suite au Covid justement ont eu envie de changer de vie, de changer de carrière, etc., ou de changer d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui les candidats recherchent une entreprise, il y a un métier enfin, en tout cas, un métier qui a du sens et une entreprise qui soit alignée avec peut-être leurs valeurs, avec la direction, avec ce qui est important pour eux. Donc, aujourd'hui, je dirais que les problématiques, c'est vraiment de réussir à, donc déjà, garder ses talents. Il y a une vraie problématique de rétention des talents. Parce que justement, les gens ont envie peut-être de donner un nouveau souffle à leur carrière et d'aller voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Et puis ensuite, il y a une problématique d'attraction des talents et de pouvoir faire la différence avec les concurrents, surtout quand on recrute sur des profils peut-être beaucoup plus rares, pénuriques, qui ont l'embarras du choix. Comme sur certains métiers techniques, par exemple, on le voit, où les candidats ils sont approchés tous les jours. Donc voilà, après, c'est beaucoup de travail sur la marque employeur. Je pense que le recrutement a une grande place là-dedans également, parce que en tant que recruteur, on est en fait le premier contact. On est le représentant de l'entreprise. Donc, ça joue un rôle très important. Et je sais que, par exemple, moi, j'ai régulièrement des candidats qui me remercient pour le process, qui me disent que justement, ils ont d'autres
process en parallèle et qu'ils ont été vraiment agréablement surpris de l'accompagnement, de la bienveillance, etc. Je pense que ça laisse une image très positive, même si ça n'aboutit pas. C'est-à-dire que parfois, je vais appeler un candidat et lui dire non, on va pas avancer avec votre profil pour telle et telle raison. Mais par contre, moi, je trouve que vous avez un profil hyper intéressant. J'aimerais beaucoup qu'on reste en contact parce que potentiellement, il pourrait y avoir telle ou telle opportunité par la suite. Voilà, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et puis après, il y a tout le côté marque employeur, mais ça va au-delà du recrutement, ça touche les RH aussi plus globalement. Mais proposer, faire la différence par rapport aux autres entreprises, proposer, mettre en avant une culture d'entreprise qui soit plus attractive et écouter aussi les attentes des candidats, comme par exemple avec le télétravail, avec une plus grande flexibilité. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises pendant le Covid qui prônaient le télétravail. Il y a même un label qui a été créé d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle ce label. Le label pour les entreprises qui proposent le travail en remote. Et puis maintenant, on voit qu'il y en a plein qui font machine arrière et qui finalement reviennent sur un schéma 2 jours par semaine, pas plus. Voilà, je pense que aujourd'hui, les candidats veulent de la flexibilité et du sens. Donc, je pense qu'il faut aussi répondre à leurs attentes. Oui. Et alors, tout à l'heure, quand tu parlais justement de Dream Jobs, quand justement tu as cette opportunité à proposer, par exemple, un profil, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les réactions que tu as justement de personnes qui attendent ça en fait depuis très longtemps et qui correspondent vraiment en l'occurrence au profil? Est-ce que tu peux nous parler un peu de leurs sentiments quand tu leur annonces généralement, quand ils ont le poste, oui, voilà. c'est toujours un moment qui est chargé en émotions. Voilà, pour eux, ça va changer leur vie finalement, parce que quand on cherche, ça reste, je veux dire, bon, le travail, c'est le travail. On a tous une vie à côté et c'est pas forcément ce qui nous définit. Mais le travail, c'est quand même une part importante dans nos vies. Donc d'annoncer à quelqu'un qu'il a obtenu le job dont il rêvait, ou il a décroché un job après 6 mois, 1 an de chômage, c'est toujours un moment qui est heureux. Alors après, chacun réagit différemment, mais voilà, ça dépend. Après, moi, je recrute aussi aujourd'hui plutôt des profils top management, donc on est sur d'autres... Ouais. C'est d'autres types de personnalités et de réactions. Et alors, oui, j'imagine. Alors là, par contre, je te pose la question maintenant, tu sais, pour on va dire pour les personnes à qui tu proposes, par exemple, donc une opportunité et qui en fait ont tellement le choix, alors en fonction du fait qu'elles refusent ou qu'elles acceptent, quelle est leur réaction? Est-ce qu'il y a des personnes qui savent, par exemple, qu'elles sont tellement demandées qu'elles ne vont pas prendre la peine de te répondre? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu parles dans la première approche ou Oui, dans la première approche, à savoir que la personne sait qu'elle est extrêmement demandée. Bien sûr, mais ça c'est courant. Et j'avais fait un post LinkedIn d'ailleurs là-dessus qui avait eu pas mal d'impact. J'ai eu pas mal de retours où j'avais fait un post justement parce que je voyais tout le temps passer des posts sur les méchants recruteurs qui répondent pas aux candidats, etc., ou qui donnent pas de feedback.
Et c'est tombé à une période où moi, je me prenais pas mal de mails désagréables ou de ghosting de candidats. Et je me suis dit, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut que les candidats ils aient conscience aussi que, en fait, c'est dans les deux sens et dans un sens comme dans l'autre, c'est pas acceptable en fait. Et c'est pas parce que on est un profil recherché que on peut se montrer désagréable. Voilà. Dans ces cas-là, soit on répond pas. C'est toujours préférable de pas répondre que de répondre à un mail qui soit pas toujours agréable. Donc voilà. Bon, après, il y a aussi je pense qu'il y a aussi comment dire, une confusion avec les recruteurs juniors qui contactent des profils pour des jobs qui n'ont rien à voir avec le profil en question, où je peux comprendre aussi la frustration des candidats qui sont approchés pour ça. Mais dans ces cas-là, je conseille, ne répondez pas. Ne répondez pas. Je veux dire, c'est quelqu'un de junior qui apprend le métier, bon, pas ça sert à rien finalement de réagir. Mais donc oui, ça arrive, évidemment. J'ai parfois des réponses de candidats qui seront pas forcément intéressés. Mais bon, je dirais que dans l'ensemble, comme j'ai une approche quand même très personnalisée, je fais pas je fais pas de l'approche massive. Donc généralement, les candidats prennent le temps de me répondre pour me dire que soit ils sont pas intéressés, soit c'est pas forcément l'étape qu'ils souhaitent donner voilà, à leur carrière. Donc, je suis pas trop confrontée à ça. D'accord. Merci pour ce retour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes projets en respectant bien sûr la confidentialité de tes clients? Bien sûr. Alors mes projets, je dirais que aujourd'hui, je clôture ma première année avec un bilan qui est très positif, donc c'est déjà un grand succès pour moi. J'en suis très heureuse, au-delà de ce que j'envisageais. Donc vraiment, je suis très très heureuse et je me dis que j'ai bien fait de me lancer. Voilà, ça m'a donné des ailes. Donc la deuxième année, elle démarre tout aussi bien. Donc aujourd'hui, je réfléchis à la suite. Déjà, il y a la question du statut. Oui. Puisque a priori, je ne vais pas avoir le choix que de changer de statut à la fin de la deuxième année. Donc, quel statut je vais choisir? C'est la question du moment à laquelle je réfléchis. Et, j'ai pas encore de réponse pour le moment. Je réfléchis toujours à ce sujet. Je pense que je te contacterai très prochainement pour qu'on puisse en parler. Et puis évidemment, comment je souhaite moi évoluer, qu'est-ce que je veux faire par la suite. Pour le moment, j'ai de la visibilité a priori jusqu'aux vacances d'été. Donc je verrai ensuite, est-ce que ça va être prolongé, est-ce que je vais devoir moi chercher une nouvelle mission. C'est aussi ça le freelancing, accepter de ne pas forcément savoir ce que l'on fera dans quelques mois, mais bon, c'est ce qui rend aussi l'aventure encore plus intéressante, je trouve. Ça ouvre des perspectives. Voilà. Et puis à titre perso, j'ai prévu un beau voyage fin avril, début mai, pour aller voir ma petite sœur qui s'est installée comme recruteuse IT à Hong Kong. Et oui, elle est dans le recrutement également. Et puis c'est dans le sang alors du coup. Faut croire. Je crois qu'on a la fibre. Et puis, je vais en profiter pour partir voyager un peu seule au Vietnam. C'est un de mes rêves, donc je vais enfin le réaliser. Voilà. D'accord, très, très belle destination en tout cas. Et on parlait de prendre du temps pour oui, soi, voilà, donc, c'est bien. Tu vois, je vais le prendre. Vas en prendre. Ouais. Tu as bien raison en tout cas. C'est grandement mérité, donc il ne faut pas hésiter à en profiter au maximum. Ensuite, je voulais te demander, étant donné que tu travailles aussi à l'international, est-ce que pour toi, est-ce que tu vois une tendance qui va révolutionner éventuellement un petit peu le milieu de
des ressources humaines, du recrutement? Alors, je ne sais pas si on peut parler de tendance, hein, mais moi, ce que j'observe, en fait, c'est que aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler et le fait que les entreprises acceptent de plus en plus de travailler en remote, je vois des postes, je vois par exemple des personnes qui sont basées en France et qui vont travailler pour des entreprises aux US. Je vois des recrutements qui s'ouvrent et qui peuvent être finalement ouverts à l'international. Et je trouve ça fascinant. Alors, après, à voir comment ça va, est-ce que ça va vraiment être une pratique qui va se développer ou pas. Moi, je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, c'est aussi un des projets que j'ai pour la suite. Éventuellement de travailler peut-être en mission pour une société américaine, par exemple. D'accord. Voilà, d'essayer. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un phénomène que j'observe avec des personnes qui ne sont pas forcément basées dans le pays et qui pourtant travaillent pour des entreprises, Pour les entreprises. qui sont basées dans d'autres pays. C'est ce qui est intéressant parce que finalement, d'un point de vue recrutement, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des possibilités. Voilà, on sait que potentiellement, on peut avoir un candidat qui habite, je ne sais pas, en Angleterre et qui va travailler chez un client en Afrique. C'est vrai que c'est... surtout à cette époque, j'ai envie de dire que souvent les sociétés aussi vont chercher les compétences où elles sont. Donc, exactement. Je sais que beaucoup de sociétés n'hésitent pas à les recruter. Tout à l'heure, justement, tu parlais de talents, donc, et de comment les conserver donc, dans les organisations. Donc, c'est vrai que beaucoup n'hésitent pas à aller les chercher là où ils sont. Donc, j'imagine que avec la possibilité de voyager ou d'être en remote ou de travailler un petit peu partout dans le monde, ça reste quand même des choses intéressantes à faire. Et ça change, ça impacte réellement le recrutement. Le recrutement, oui, j'imagine. Alors, la dernière question, c'est quelle est ta citation préférée? Alors, ma citation préférée, alors moi j'ai choisi une citation de... Je pense que personne la connaît. Écoute, on va voir ça. On va voir ça. Mais c'est un de mes écrivains préférés, c'est un écrivain allemand qui s'appelle Goethe, qui est connu, mais qui n'est pas forcément... La citation en question n'est pas forcément connue, mais qui dit que quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. D'accord. Je trouve que c'est une citation qui me parle et qui véhicule bien justement le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Finalement, lance-toi. Et puis, quelqu'un qui se lance, certes, il peut être confronté à des difficultés, mais tant que tu te lances pas, en fait, il se passera rien. Et si tu te lances, peut-être que justement l'audace de te lancer, ça va aboutir quelque part. Enfin, c'est comme ça que moi, en tout cas, je déchiffre cette citation. C'est vrai que là, en l'occurrence, pour ce qu'on disait par rapport au fait de ne pas avoir de regrets, je pense que ça colle parfaitement à ton début et que alors, je sais pas si elle était déjà en tête quand tu as commencé donc tes démarches, mais ouais, je trouve que ça représente bien en tout cas le fait de démarrer et puis de pas se poser de questions et surtout de pas avoir de regrets parce que malheureusement si on n'a pas tenté, si on n'a pas essayé, on ne sait pas vraiment ce qui aurait pu se passer. Oui, exactement. Et puis, je pense que d'une manière générale, c'est aussi la prise de risque finalement qui permet de se dépasser et de réaliser des choses, même si on ne pensait pas forcément être capable de pouvoir y arriver ou si on avait des peurs, des doutes. Mais je pense qu'il faut tenter, il faut se lancer et puis l'échec, c'est pas grave en fait. Il faut rebondir, il faut recommencer. Oui, voilà, en fait. C'est vrai que souvent, on a peut-être tendance à prendre l'échec comme quelque chose d'arrêté, mais non, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un moment précis et s'en servir plus comme une opportunité et comme tu l'as dit, pour rebondir
plutôt Exactement. que de rester figé dessus, puisque c'est là justement qu'on va plus du tout avancer, et on va plus voir les choses de manière positive. Donc, faut C'est pas ça. hésiter à s'en servir pour rebondir. Bah, écoute, c'était vraiment très intéressant. Merci à toi encore d'avoir accepté l'invitation pour ce coup de Avec cœur. plaisir. Merci, Et Salah. je te souhaite plein de belles choses. Et puis de toute façon, on va rester en contact puisqu'il va falloir se pencher sur ton dossier. Donc, prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Salah. À Avec bientôt. plaisir, Marie. Bye bye. Au revoir. Au revoir.